Bonjour, chers collègues. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire de la MUB consacré à l'intelligence artificielle en médecine. Je me présente, je m'appelle Giovanni Briganti, je suis médecin et coordinateur de l'unité d'enseignement MEDIG 5591 en faculté de médecine qui est destinée à l'apprentissage des biostatistiques, de la recherche clinique et de l'informatique médicale aux étudiants en médecine. Je serai aujourd'hui le modérateur de ce webinaire qui est donc consacré à l'apport que ces nouvelles technologies intelligentes ont dans notre domaine, et en particulier en montrant les bonnes pratiques d'enseignement en matière d'innovation médicale qui conduisent nos étudiants à l'Université libre de Bruxelles à mieux appréhender ces nouvelles technologies. Je suis accompagné aujourd'hui de toute une série d'orateurs de renom qui ont décidé de nous accompagner ce jour pour partager leurs expériences et leur vécu. Le premier orateur de cette journée est monsieur le professeur Nicolas Mavroudakis, le doyen de la faculté de médecine. Il va partager avec nous l'apprentissage et l'intérêt de l'apprentissage des technologies en médecine. Monsieur le professeur, la parole est à vous. Merci Giovanni, un grand merci aux organisateurs pour l'invitation, et effectivement, je vais essayer au cours de ces quelques 20 minutes passées avec vous résumer l'intégration de la technologie en médecine, et je vais suivre un fil conducteur qui va permettre de voir à quel point la médecine est intrinsèquement liée au développement de la technologie, et je terminerai effectivement la présentation par l'intégration de l'intelligence artificielle avec quelques notions de néophyte que je suis dans le domaine. Et donc l'intégration de la technologie en médecine, ça peut commencer par des choses aussi trivial à l'heure actuelle que l'invention du stéthoscope 1816 par Laennec, qui est très rapidement, on va constater également des progrès technologiques qui vont aider le clinicien à pouvoir ajouter des notions au niveau de l'aspect clinique et de pouvoir analyser au mieux les cas qui se présentent. Et en 1895, Röntgen, qui est un physicien allemand, va découvrir les rayons X, et on sait à quel point la radiologie est un élément clé pour la pratique de la médecine pendant de très nombreuses années. Et d'ailleurs, il va recevoir le premier prix Nobel de physique en 1901, donc premier prix Nobel. Ensuite, l'intégration de la technologie et l'évolution et l'introduction du numérique va permettre dans le début des années 70 de créer le scanner, fruit d'un mariage entre tomographie et numérisation informatique, qui va nous permettre en fait de générer des images auxquelles on n'avait jamais eu accès. Et donc en tant que neurologue, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer un morceau de cerveau avec une tumeur de la fosse postérieure. Et l'évolution de la numérisation et du traitement des images va permettre de créer des reconstructions 3D qui, à l'heure actuelle, font la joie des radiologues qui viennent voir les cliniciens et qui peuvent apporter effectivement un plus par rapport aux images en 2D. Nouveau prix Nobel qui démontre de nouveau l'importance de ces techniques et de l'introduction de ces techniques en médecine. Et ça, c'est en 1979. Et puis, je ne suis pas physicien atomiste, mais dans les années 30, on commence à décrire la nature des forces qui lient les protons dans le noyau atomique. Et on va créer en fait une détection moléculaire grâce à ce qu'on appelle un système de résonance magnétique. Et dans ce contexte-là, on en arrive au noyau atomique qui a ces modifications lorsqu'on applique un champ magnétique qui permet effectivement d'aligner certains moments de protons ou autres et de pouvoir enregistrer un signal radio qui va permettre d'aboutir en 1977 à la première résonance magnétique nucléaire réalisée sur un corps humain. Donc on a quand même dû attendre une quarantaine d'années à peu près. Et il est clair qu'à l'heure actuelle, ces images permettent d'approcher au mieux toutes les structures du corps humain. Et là, on n'est plus juste au niveau du neurologue, mais on sait bien qu'en médecine, la résonance magnétique est devenue un élément clé. Et là, de nouveau prix Nobel en 2003, qui démontre de nouveau l'importance de ces apports de la technologie au niveau de la pratique médicale. Alors, et l'intelligence artificielle dans tout ça? Est-ce qu'on a déjà un prix Nobel pour l'intelligence artificielle? Pas de prix Nobel proprement dit, mais les informaticiens et les spécialistes de l'intelligence artificielle ont préféré créer leur prix Nobel à eux. Et donc, vous avez le prix Turing pour
ce qui concerne l'informatique, doté d'une bourse d'1 million de dollars américains, et comme vous pouvez le constater, c'est Google qui finance ça. Donc on ne pouvait pas attendre plus ou moins de Google, évidemment. Et donc ces chercheurs, en fait, québécois entre autres, ont permis le développement des réseaux de neurones profonds qui sont inspirés du cerveau humain et qui vont permettre de développer les concepts de l'intelligence artificielle. Et donc l'intégration de l'intelligence artificielle et de cette technologie au niveau de la médecine implique une simulation des processus d'intelligence humaine par des systèmes, entre autres informatiques, avec un élément important au départ qui est l'apprentissage, en alimentant de toute une série de données, aussi bonnes que possible, si on veut quelque chose, un résultat adéquat, et des règles d'interprétation. Ces systèmes vont pouvoir apprendre à utiliser ces règles d'interprétation et de créer un raisonnement qui va permettre de tirer des conclusions. Et l'idéal ensuite, c'est, si le système se trompe, de pouvoir corriger en mettant en place des autocorrections. Et il est clair qu'on pourrait dire, nous avons atteint le Graal et tout va bien, mais il est clair que dans ce contexte, il y a une chose importante, c'est que l'adéquation des informations que l'on injecte dans le système doivent être top si on veut effectivement aboutir à quelque chose d'adéquat au niveau de la conclusion qu'on pourra en tirer. Et l'autre point important, me semble-t-il, dans ce contexte, c'est que si l'on veut déterminer les choses correctement, il faut éviter ce qu'on appelle les black box, qu'en tant que neurophysiologiste, je connais de par 2-3 systèmes qui sont vendus dans le commerce, où la première chose que l'on vous dit, c'est « faites votre médecine, ne vous inquiétez pas, nous on sait ce qu'on fait, on vous donne le résultat, et ne réfléchissez pas plus que ça ». Alors dans ce contexte, il est clair que l'intelligence artificielle n'empêche pas aux praticiens, aux médecins de raisonner, et il est clair qu'on doit voir l'intelligence artificielle comme une aide à la décision, en tout cas sûrement à l'heure actuelle, et j'espère que ça va le rester. Et la responsabilité de la décision que l'on prend lorsque cette aide à la décision fournit sa réponse, et les implications également des actions que l'on va entreprendre au niveau médical dans ce contexte-là, est un élément clé et qu'il est important de ne pas oublier. Et particulièrement, je pense, dans l'enseignement que l'on fait au niveau de l'intelligence artificielle en médecine. Et ces notions sont intéressantes, et d'ailleurs, le prix Nobel de l'intelligence artificielle, c'est le prix Quirrell, qui a été attribué récemment à plusieurs informaticiennes. Et un des éléments clés et un des messages dans ce contexte, c'est d'utiliser des systèmes pour résoudre des problèmes concrets, mais également comme en médecine ou en justice sociale. Mais il est important dans ce contexte-là que les solutions proposées et que les modèles prédictifs que l'on utilise puissent être intégrés et compréhensibles pour les personnes qui les utilisent, sous peine d'aboutir probablement à des catastrophes médicales, ou en tout cas une catastrophe suffit, et on sait bien qu'en médecine il faut éviter ce genre de choses. Alors est-ce que nous sommes déjà dans la dynamique de l'intelligence artificielle? Je ne vais pas reprendre tous les domaines dans lesquels l'intelligence artificielle s'est insinuée, on en aurait jusqu'à minuit, je pense, mais on peut déjà voir ici dans les développements de certains systèmes d'apprentissage que, par exemple, pour les ostéoarthrites, les publications sont en train de grimper en flèche depuis 2015-2016, et dans tous les domaines de la médecine, on commence effectivement à voir l'intelligence artificielle devenir un élément, peut-être pas encore actuel, clé dans les prises de décision et dans les aides que l'on peut en avoir, mais il est clair que dans les années qui viennent, dans notre pratique quotidienne, on va devoir gérer cette situation et essayer de la gérer de manière intelligente pour bien faire. Un exemple parmi d'autres, c'est l'utilisation d'un système d'intelligence artificielle qui développe des alarmes quand on fait un infarctus myocardique aigu. Et dans ce contexte-là, on intègre toute une série de données
qui comprennent l'analyse de signal électrique, de l'électrocardiogramme, un élément clinique qui est la douleur au niveau de la poitrine et également un élément biologique qui est la troponine. Et on va mettre en place toute une série d'algorithmes pour faire en sorte que, idéalement, quand on surveille un patient, s'il développe effectivement un début d'infarctus myocardique, comme on sait que l'on doit agir dans les minutes qui suivent, on soit averti de manière rapide et de manière fiable. Et donc, dans ce contexte-là, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que le système qui était proposé dans cette étude 2022, je pense approximativement, en tout cas très récente, c'est que l'on pouvait gagner, grâce à ce système qui avertissait les praticiens de ce qui se passait en live, on pouvait gagner quelques minutes qui sont très importantes pour commencer à traiter les patients. Et donc ça, c'est un des éléments qui montre que dans des systèmes de soins qui sont, comme on le sait, très sollicités, on peut mettre en place des aides à la surveillance qui vont réagir plus vite que l'être humain et qui vont pouvoir nous permettre effectivement de donner notre traitement de la manière la plus rapide et la plus optimale qui soit. L'autre point qui est régulièrement évoqué en termes d'intelligence artificielle, c'est l'aide à la détection ou au diagnostic des cancers et des mélanomes, entre autres. Et là, il y a des études également récentes en 2022 qui montrent que l'analyse de l'anatomopathologie dans des systèmes de coupe mais entières, qui nécessiteraient énormément de temps à un être humain pour pouvoir passer de champ à champ, à condition que l'on implique, que l'on introduise un algorithme qui permet une détection ou la confirmation qu'il n'y a pas d'anomalie de mitose, pourrait permettre un certain gain ou une certaine aide au niveau du diagnostic final. Et là, l'intérêt de cette étude était de démontrer que c'est vrai dans certaines situations, mais pas nécessairement dans d'autres, et qu'on pouvait avoir des performances de l'être humain relativement bonnes par rapport au système dont on dispose à l'heure actuelle au niveau de l'intelligence artificielle. Mais il y avait une situation pathologique dans laquelle l'intelligence artificielle permettait d'aider le clinicien à avoir une meilleure performance, ou en tout cas le clinicien, je vais oser dire lambda, par rapport aux experts qui s'étaient investis pour développer le système. Et donc c'est un peu ça l'intérêt de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle et des systèmes que l'on met en place, c'est d'aider les cliniciens, où qu'ils soient dans le monde, à pouvoir aboutir à des diagnostics effectivement performants, comme si on avait le professeur près de soi grâce à l'ordinateur que l'on utilise. Ne pas oublier évidemment que dans ce contexte-là, et ça je pense qu'à ce niveau-là, l'enseignement est très important, ceci tient la route à condition qu'on utilise les mêmes techniques, qu'on ait les mêmes techniques validées, que l'on introduise les mêmes nombres qui sont utilisés, que lorsqu'on utilise un signal électrique, on utilise des techniques qui sont comparables de laboratoire à laboratoire, et il est clair qu'on ne peut pas transposer les résultats offerts par un système n'importe où dans le monde sans avoir pris cette précaution. Et donc je pense que les cliniciens doivent avoir une approche critique dans ce genre de situation et faire en sorte effectivement que l'on utilise ces systèmes de la meilleure manière qui soit. Et donc pour conclure ma petite intervention de néophyte, il est clair que l'intelligence artificielle en médecine doit offrir une aide à la décision aux praticiens, que ces techniques et ces systèmes doivent être développés de manière tout à fait transparente pour savoir de quoi on parle et pour savoir quels sont effectivement, comment les résultats qui sont générés nous sont proposés pour nous aider à prendre les meilleures décisions qui soient. Et il est clair que je ne vais pas aborder l'ensemble des problèmes éthiques, le RGPD, tout ce que l'on veut, mais en termes de responsabilité, il est clair que la maîtrise que l'on doit avoir de ces systèmes est quelque chose qui est un élément clé pour pouvoir être rassuré sur ce que nous allons dire à nos patients et sur la manière dont nous allons faire évoluer la médecine dans le futur. Je vous remercie, monsieur le professeur, monsieur le doyen, pour cette intervention. On comprend vite que l'IA a énormément de potentiel, mais pour l'instant peu régulé, mais elle est présente dans tellement de domaines de la médecine qu'elle peut révolutionner potentiellement quasi tous les domaines.
vous êtes notre doyen en faculté de médecine et je ne cesse de m'interroger sur le rôle sociétal qu'a une faculté de médecine à l'époque de l'intervention d'intelligence artificielle. Et vos mots me rassurent parce que ce que vous me dites, c'est que une entité comme la faculté de médecine de l'Université libre de Bruxelles doit se porter comme un médiateur en établissant des standards, en établissant des demandes que les médecins, auxquelles les médecins veulent avoir des réponses pour adopter des systèmes. C'est bien ça? Mais je pense qu'il est essentiel effectivement de se rendre compte que nous sommes dans la phase initiale de l'utilisation effectivement des systèmes d'intelligence artificielle et comme j'ai pu, je pense, le démontrer très rapidement, il est clair qu'à ce niveau-là, en tant qu'université, nous avons une responsabilité en termes d'enseignement pour faire en sorte que les médecins qui utiliseront ces systèmes ou qui vont implémenter ces systèmes rentrent des données de la manière la plus adéquate qui soit et de la manière la plus fiable qui soit pour avoir des données excellentes qui nous permettent effectivement de générer des systèmes qui vont nous donner des réponses excellentes et que par ailleurs il y a toute une série de démarches de validation et de recherche dans lesquelles effectivement les universités jouent un élément clé au niveau recherche et donc pour pouvoir effectivement valider les choses, pour pouvoir proposer les meilleurs systèmes qui soient, l'université est effectivement un élément clé en termes de garant et en termes sociétal pour pouvoir faire en sorte que ces activités, que ces systèmes soient diffusés pour le plus grand nombre et qu'effectivement on en retire un élément positif plutôt que des éléments qui vont finalement se révéler éventuellement néfastes si on génère des systèmes non adéquats ou qui sont mal utilisés par les praticiens que nous créons dans les universités, effectivement, par notre enseignement. Absolument. Effectivement, aujourd'hui, malgré une pléthore de papiers qui mettent en avant des nouvelles méthodes pour diagnostiquer telle ou telle maladie ou de monitorer telle ou telle maladie, effectivement, on manque parfois d'essais cliniques, comme on le fait avec les médicaments, exactement, pour tester les nouvelles technologies. Et je suis rassuré d'entendre qu'effectivement, c'est ça le but sociétal, la contribution sociétale d'une faculté de médecine telle que la nôtre, de pouvoir se porter garant à un certain moment en faisant des essais, comme pour les médicaments, mais pour les intelligences artificielles. Je me retourne vers le public à la maison pour voir s'il y a des questions à nous faire parvenir. Est-ce que vous avez des questions à adresser à notre doyen? Je remercie Elena Kremer de la MUB qui m'amène les questions. Alors, la question, elle est quelque peu technique. IBM a développé Watson dans le domaine de l'oncodermato. Qu'en pensez-vous niveau diagnostic? Bon, on n'a pas les chiffres avec nous, bien évidemment, mais la question se pose peut-être au niveau large du potentiel de l'IA dans le diagnostic. Vous avez déjà discuté de cela, mais peut-être un dernier commentaire. Je vais faire un dernier commentaire parce que je ne suis pas un expert effectivement du domaine et donc je ne vais pas me permettre de répondre de manière précise à cette question. Je ne suis pas suffisamment compétent que pour répondre à ça et il est clair que pour pouvoir répondre de manière adéquate, comme je le signalais, il faut de la transparence dans la manière dont le système a été établi. Il faut que l'on puisse poser un œil critique sur les données qui sont fournies, comparer effectivement les résultats par rapport à toute une série d'experts et c'est uniquement lorsque l'on a fait ça que l'on peut se prononcer sur l'intérêt effectivement ou la fiabilité du système proposé par rapport à toute une série d'autres qui vont se développer dans le futur. Et donc, on ne répond pas à ce genre de questions en 2 minutes en n'ayant pas les données de base comme dans toute étude clinique ou autre. On doit effectivement avoir une vue transparente sur comment a été générée la réponse fournie par le système. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, même avec les papiers techniques d'algorithme qui peut diagnostiquer telle ou telle maladie, il est essentiel de mener une recherche clinique pour montrer la plus-value de cet algorithme. Et d'ailleurs, dans la stratégie belge de validation des applications médicales, il faut prouver une efficacité clinique pour obtenir un certain remboursement des applications médicales. Et s'assurer que les données que l'on obtient sont transposables de par l'analyse effectivement des techniques qui ont été mises en place pour
que ce système donne la réponse. Absolument. Et donc, tout ne sera pas transposable à droite ou à gauche. En tant que neurophysiologiste, les techniques qu'on utilise en Europe sont différentes de celles qu'on utilise aux États-Unis, en termes de référence entre des signaux bioélectriques. Et donc, il est clair que, par exemple, si on utilise un critère d'amplitude dans un algorithme pour dire en dessous, c'est pas normal, au-dessus, c'est normal, si on utilise des techniques différentes entre les États-Unis et l'Europe, le système qui sera proposé par les États-Unis ne sera pas transposable en Europe. Et donc, sans cet esprit critique, on risque effectivement d'aboutir à des situations qui ne sont vraiment pas idéales, même si on utilise de l'intelligence artificielle vendue par des grosses boîtes américaines qui, à coups de millions, vont essayer d'imposer leur système. Effectivement. Je vous remercie, Monsieur le Doyen, pour cette excellente intervention de début pour ce webinaire. Et je me réjouis de continuer à discuter avec vous sur comment est-ce qu'on peut implémenter cet enseignement et ces standards en faculté de médecine. Un grand plaisir pour moi.